Europe 1, Village Média. Raphaël Baillot. De retour sur Europe 1 avec les journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Histoire de remettre les choses à leur place, je vais rappeler à nos auditeurs une liste non exhaustive de vos scoops. La cassette Mairie, l'affaire Clearstream, les listings HSBC, les écoutes de Sarkozy, l'affaire Fillon-Jouillet, tout ça c'est vous, séparément puis ensemble dans les colonnes du Monde. Sauf qu'en ce moment, il y a comme un vent de changement. Votre dernier papier raconte les déboires du réalisateur Terry Gilliam avec son Don Quichotte. Et puis cet été, vous avez même signé un portrait de Cyril Hanouna. Question simple, qu'est-ce qui vous arrive ? Je pense qu'il nous arrive ce qui arrive à tout le monde, c'est qu'on évolue, on vieillit, on prend de la bouteille, de l'expérience. C'est la crise de la quarantaine ? Ouais, alors c'est gentil, mais c'est plutôt la cinquantaine. Je sais, j'ai fait exprès pour être sympa. Elle est très polie. Voilà, non mais je préfère positiver. Plutôt, je dirais pas que c'est une crise, c'est plutôt un carrefour. On se retrouve à un carrefour dans notre carrière. On a déjà fait beaucoup de choses. Vous l'avez rappelé, on a sorti plein de scoops. On a beaucoup couvert les affaires politico-financières. Et je pense que Gérard et moi, on a une caractéristique commune. Enfin, on a plusieurs, mais notamment celle-là, c'est qu'on n'aime pas l'idée de stagner en quelque sorte. Donc on a envie de se remettre en cause en ce moment, on a envie de faire d'autres choses et aussi non seulement de faire d'autres types d'articles, mais également, on en parlera, de transmettre un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre et en faire profiter peut-être des plus jeunes qui ont envie d'apprendre justement. Moins de scoop, plus de sens, me disait Gérard Davet quand on a préparé cette émission. Oui, on essaye en tout cas, modestement, mais on essaye. C'est simple, hein, on a 30 ans de carrière derrière nous, on a sorti beaucoup d'infos, comme disait Fabrice, et on avait une façon de pratiquer le métier qui est une façon qu'on a toujours, on ne renie rien d'ailleurs, une façon agressive, intrusive, essayer de sortir les informations avant les autres. Les détracteurs appellent ça le journalisme de PV, quoi. C'est lassant au bout d'un moment ? Certains, mais on n'a pas fait que ça. SwissLeaks, il n'y a pas de PV. Enfin, il y a beaucoup d'affaires qu'on a sorties où il n'y avait pas de PV. Mais il se trouve que certaines, oui, il y avait du suivi, on appelle ça du suivi feuilletonesque d'informations politico-judiciaires. Et ça, le suivi au jour le jour, eh bien, on a moins envie. Alors vous êtes venu pour nous parler d'un projet. D'abord, il faut le dire, vous êtes prof d'enquête dans quelle école de journalisme ? Alors en fait, on a fait plusieurs écoles parce que on aime ça, on aime rencontrer les jeunes. Là actuellement, on est avec le CFJ, donc le Centre de formation des journalistes de Paris. Une des écoles les plus prestigieuses. Voilà, qui est très réputé à juste titre. Et en fait, justement, depuis plusieurs années qu'on anime des sessions d'enquête auprès d'étudiants, on a ressenti à force une sorte de frustration, le fait d'avoir des étudiants sur une période donnée et de leur faire en quelque sorte à blanc des enquêtes qui en fait ne seront jamais publiées. Et on s'est dit, on va inventer quelque chose qui n'a jamais été fait dans la presse française, c'est qu'on va prendre des étudiants cette fois sur une année entière, une année scolaire entre guillemets entière. On va suivre avec eux un dossier, une enquête qu'on va inventer en quelque sorte, et à la fin, grâce aux éditions Fayard qui ont trouvé l'idée formidable, on va publier un livre. Enfin, c'est eux qui vont publier un livre. On a donc sélectionné 5 étudiants et étudiantes. Les meilleurs, j'imagine. Vous n'avez pas pris les pimpins de la promo, quoi. Non, mais je sais pas si c'est les meilleurs. C'est ceux ou celles qui nous ont paru avoir le profil, mais peut-être qu'on s'est trompé, ou peut-être qu'on a eu raison. On verra. On verra quand le livre sera publié. Et donc voilà, ça s'appelle le projet Spotlight, du nom de cette cellule d'enquête d'un grand journal américain qui avait révélé un scandale au Boston Globe, un scandale de pédophilie. Et vous êtes venu nous dire ce matin sur quoi porte cette fameuse enquête, Gérard Davet. Alors, nous, on essaye de répondre à une question qui est simple, c'est le journalisme d'enquête se transmet-il ? Eh bien, j'ai l'impression que la façon de travailler, oui, ça se transmet, ça s'apprend. Les journalistes, les jeunes journalistes ont besoin de l'apprendre comme nous l'avons appris en notre temps. Là, en l'occurrence, on a souhaité mettre nos jeunes étudiants, qui ne sont pas d'ailleurs plus étudiants, mais déjà journalistes, les mettre dans un bain qui ne leur est pas familier, c'est celui de la banlieue. Donc on les a invités, ou contraints quasiment parfois, à aller en banlieue pour enquêter sur un phénomène. Passer le périph'. Passer le périph', pour enquêter sur un phénomène, pour documenter un phénomène qui est aujourd'hui très à la mode, mais qui, je pense, va devenir encore plus à la mode, c'est l'islamisation. L'islamisation des corps, des esprits, ce que décrivent les Wauquiez, les Valls, les Hollande, même les Macron maintenant aujourd'hui. Nous, on a cherché à le documenter, à l'enquêter dessus et à révéler ce qui se passe. Voilà. Donc, nos 5 jeunes enquêteurs sont allés sur place et depuis 6 mois, ils se penchent sur ce phénomène. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Alors, je dirais qu'il est un peu tôt pour rendre les conclusions, puisque le livre, ils n'ont pas commencé à l'écrire encore, mais disons que l'enquête est bien avancée. Moi, ce qui m'intéresse le plus, j'allais dire, sur ce qu'ils ont découvert, c'est le fait que justement leurs a priori, leurs préjugés qu'ils ont, mais comme on a tous des a priori et des préjugés, sont battus en brèche parce qu'ils trouvent sur le terrain. Et apparemment, ce qui nous ramène, ils trouvent des choses qui vont pas forcément dans le sens qu'ils imaginaient au départ, et ce, d'un côté comme de l'autre, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont peut-être plus inquiétants qu'on ne le croit, et d'autres qui sont souvent totalement exagérés. Et c'est ce qui va faire, à mon avis, de leur livre, je dis bien leur livre, un livre passionnant. Vous êtes sûr de faire le buzz avec ce sujet qui passionne la France et les médias français ? Mais faire le buzz n'est pas le but. Ce qu'on aimerait, c'est que ce livre soit très complémentaire, par exemple, d'un autre livre qui est
paru aux éditions Fayard, lui aussi, qui s'appelle La part de ghetto, qui est un livre très intéressant du reportage. On a reçu ces auteurs ici dans Village Très Média, intéressant, c'est du reportage à l'état brut. Et nous, ce qu'on essaye, c'est d'amener la dimension enquête, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de contradictoires, beaucoup de chiffres. Cyril Lacarrière a une question pour vous. Oui, vous dites que vous avez dû un peu presque contraindre ces jeunes journalistes. C'est compliqué, de votre point de vue, de les emmener justement à aller dans ces banlieues, à franchir le périph', c'est ce qu'on a dit ? Non, mais c'est-à-dire contraindre dans le sens comme un rédacteur en chef, parce qu'on est finalement des sortes de rédacteurs en chef avec ces journalistes, et parfois le rédacteur en chef va demander aux journalistes quelque chose que le journaliste n'a pas forcément envie de faire ou dont il ne préjuge pas de l'utilité. Donc c'est vrai qu'on a eu parfois des discussions sur le fait, par exemple, nous on a voulu un moment qu'ils aillent s'imprégner, qu'ils aillent vivre, qu'ils partagent un petit logement dans un endroit précis. Il y a eu un peu des réticences, mais qui étaient recevables. Hein. Eux nous disant, oui, mais on n'est pas sûr que ça apporte grand-chose. Voilà, on a eu des débats là-dessus et nous on a vraiment insisté sur le fait qu'il faut s'imprégner le plus possible parce que nous, journalistes, on le sait, on a tendance à être déconnectés des réalités. Oui. Donc nous, on est des journalistes expérimentés, etc. Mais eux, ils ont tout l'avenir devant eux, ils sont jeunes. Donc s'ils peuvent dès le départ être en raccord avec la réalité, ça nous aidera peut-être à retrouver des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, tout ce que vous voulez. Alors vous-même, vous avez appris les ficelles du métier auprès d'un mentor, Edoui Plenel. Vous l'avez trouvé comment en intervieweur du président de la République ? Je ne suis pas sûr que Edoui Plenel nous ait appris, en tout cas ils nous ont embauchés, c'est déjà ça. Oui. Mais en l'occurrence... Vous avez appris à ses côtés, en tout cas. Oui, il a sorti de nombreuses informations, ça c'est indéniable. Je l'ai trouvé, moi je l'ai vu après en posteriori, je l'ai trouvé dans son rôle, c'est-à-dire engagé, militant de lui-même un peu trop parfois, mais il a fait son boulot, quoi. Fabrice Lhomme. Moi je pense qu'il y avait un piège, mais auquel il était difficile d'échapper, c'est que quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu dire, il n'empêche que il a été choisi. Il a été choisi par le président de la République qui a décidé de qui allait l'interviewer. Donc, en étant le meilleur possible, le plus efficace possible, de toute façon, le piège, c'est de jouer le rôle du faire-valoir, en quelque sorte. Puisque Macron, très intelligemment, parce que finalement, c'est ce qu'on retient de l'émission, c'est que c'est une opération de communication très, très brillante d'Emmanuel Macron. Mais je ne vois pas beaucoup de solutions pour échapper à ce piège, sauf peut-être à décliner l'invitation. En même temps, lorsqu'un journaliste, on lui propose d'interviewer le président de la République... Il ne va pas dire non. C'est rare qu'ils disent non. Alors j'ai une dernière question, on en parlait au début, vous venez de révéler dans une enquête culturelle les échanges de mails entre le réalisateur Terry Gilliam et son producteur. Est-ce que ça y est, vous êtes tricard dans le monde de la culture ? On avait déjà eu quelques démêlés avec le monde de la culture, qu'on a fait une enquête sur téléphone pour raconter à quel point la bassiste avait été écartée du groupe. Bien sûr. Là, je pense que l'article qu'on a fait n'a pas été apprécié dans le monde du cinéma. Voilà, donc qui n'a pas l'habitude d'être bousculé par des enquêtes. C'est-à-dire qu'on a les informations, on les a sorties et en général, ça se passe pas toujours comme ça dans le monde de la culture. Europe.